Les multinationales, sous Mitterrand, payaient à peu près 50% d'impôts. Sous Jospin, elles avaient été abaissées avant par Balladur et Chirac, mais elles étaient remontées à 37%. Aujourd'hui, les plus grandes multinationales sont à 0,2, 2%, 8%, maximum 15%, quoi. Vous vous rendez compte, les dizaines, centaines de milliards, évidemment, c'est un manque de recettes, quoi. Et ça met d'ailleurs le capitalisme parfois dans des contradictions phénoménales du point de vue de la pure logique intellectuelle. Quand Apple est obligé de payer 23 milliards à l'Irlande, vous n'avez pas échappé, ça? Ils payaient zéro. L'Irlande avait décidé de faire gratuitement, fiscalité gratuite pour les attirer. Bon, je me rappelle, comme inspecteur du travail, j'avais le centre d'Apple en face de l'Opéra à Paris. J'étais rentré et la DRH lui avait demandé les horaires. Elle m'avait dit « Ah mais non, monsieur l'inspecteur, c'est géré à Dublin. » Alors, il pouvait toujours faire 14 heures par jour. Fallait que je passe par Dublin pour avoir les horaires. Évidemment, c'était... Mais en Irlande, Apple s'était installé avec une procédure européenne. Ils ont été condamnés à reverser 23 milliards d'impôts dont l'Irlande leur avait fait cadeau. Ça paraît incroyable, hein. Société capitaliste, une multinationale, une des plus grandes au monde, elle ne paye pas d'impôts, et puis l'Europe décide. Vous croyez que c'est progressiste, la décision? Bah non, mais s'ils ne payent pas d'impôts, ça fout même le petit système qui reste en l'air. Hein, vous n'avez plus de route, hein. Vous n'avez pas les murs de l'hôpital, hein. Vous n'aurez pas l'école, hein. Parce que s'il n'y a pas d'impôts quand même payés, du coup, il y a eu un accord international, vous le savez, c'est à 15% pour les multinationales. 15%. Hein. C'est une spécialité d'attaque dont je suis membre depuis 1998, depuis les origines, et je suis content d'être invité par vous, et puis je fais de la pub moi aussi pour Attaque. Donc l'affaire de Apple, ça fait réfléchir sur les contradictions. C'est impossible aujourd'hui de ne pas dire qu'il faut augmenter l'impôt des sociétés considérablement. Considérablement. Et alors maintenant, l'impôt des riches, ça devient, vous avez vu à la télé, un épisode pour que 0,2% de riches ait une petite taxe. C'est comme si on leur enlevait l'ongle de l'orteil, quoi. Ils hurlent déjà. Ben, c'est rien ce qui est proposé. Rien. C'est juste pour couvrir qu'ils vont prendre des milliards à l'hôpital, et ils vont faire des exonérations, et qu'ils continuent à piquer dans le budget séparé de la sécurité sociale pour compenser le budget de l'État au nom du fait mensonger qu'il n'y aurait qu'un seul budget. Et ça, c'est tous les soirs que cette version-là nous est donnée. Donc évidemment, quand le nouveau Front populaire, dont je suis membre, et je pense que vous êtes beaucoup à en être ici, comment dire, moi je vais dire, sans union, la gauche n'est rien. Moi, c'est mon opinion personnelle, je ne veux pas vous assommer avec ça. Mais rien de grand ne se fait dans le monde sans militants. Et si vous regardez l'histoire de notre pays, de nos syndicats et de nos partis politiques à gauche, il n'y a que quand il y a union, et une union solide, et une union dynamique, et des mouvements derrière, et que les gens se parlent, se mobilisent ensemble, qu'il y a un espoir. Bon. Donc là, le nouveau Front populaire a fait un truc de financement qui est vraiment plein de bon sens, mais ça n'a rien de révolutionnaire, hein, je vous le dis tout de suite. Le fait de le faire peut être révolutionnaire, ça c'est autre chose. Mais sur le papier, ça n'a rien de révolutionnaire. Hein. Mais enfin, il dit quand même qu'il faut taxer les riches, qu'il faut taxer les sociétés. Et il propose 14 tranches d'impôts. Là, c'est pour faire les recettes. 14 tranches d'impôts. Ça existait déjà sous Balladur, les 14 tranches d'impôts. C'est pas révolutionnaire, je vous assure. Il y en a 4 aujourd'hui. Mais c'est Balladur qui a commencé à diminuer le tranche d'impôts. Revenir à 14, c'est rien. Moi, je suis pour 20. Personnellement, parce que je pense qu'il ne faut pas de salaire maximal supérieur à 20 fois le SMIC. Oh, c'est beaucoup. Ben non, c'est déjà ça. Hein. C'est ce que Roosevelt avait fait en 1938, et ça a existé aux États-Unis. Aux États-Unis. Bon, et les tranches d'impôts, c'était 20 tranches aussi. Bon, on propose de venir à 14. Enfin, c'est la moindre des choses de ne pas rester à 4. Et si vous voulez augmenter les recettes, il faut rendre l'impôt progressif. C'est ce qui est terrifiant dans les télés.
Ah, alors vous voulez augmenter les impôts, hein? Alors on répond, tout le monde répond. Oui, pour 8% de la population. Ah oui, mais vous augmentez les impôts. Alors Ruffin a une bonne formule, il dit il faut que les gros payent gros, que les petits payent petits. Bon. Mais généralement, dans un média, on est coupé avant d'avoir expliqué qu'on veut 14 tranches. Hein. Et même si on a réussi à dire qu'on veut 14 tranches, on ne peut pas l'expliquer à des millions de gens, ce que ça veut dire, pourquoi, ce que c'est la progressivité, et ce qui fait que c'est pas percutant. Vous n'avez pas forcément convaincu quelqu'un en disant je veux 14 tranches à la place de 15 tranches. Pourtant, c'est très important. La progressivité de l'impôt est d'arriver à 20 tranches et d'avoir un salaire maximal et de taxer. De la même façon pour les multinationales. Revenir dans une situation comme celle qu'ils attribuent aujourd'hui économiquement difficile, mais à revenir à taxer les entreprises, les grandes entreprises, c'est la moindre des choses. Alors, ils mélangent, c'est pareil ici. Comme ils mélangent les budgets, ils mélangent les impôts, je vais vous dire, ils mélangent les entreprises. Oh oui, mais ça va faire souffrir les entreprises. Alors, ça commence toujours avec le SMIC. Ah, mais ça va faire fermer les entreprises. Alors moi, j'ai l'argumentaire tout prêt. Hein. Je suis un vieux 68ard à mon âge. En juin 68, le SMIC a augmenté de 33%. Et le SMAG, alors c'était le SMIG à l'époque, ça s'appelait salaire minimum interprofessionnel garanti. Et le SMAG, salaire minimum agricole garanti, a dû augmenter de 55% pour rattraper le SMIG à l'époque. Et personne n'a connaissance que ça avait nuit aux entreprises. Dans les mois qu'on suivi juin 68, elles sont prospérées. Parce qu'elles ont eu d'un seul coup des clients, des acheteurs. Quand vous augmentez le SMIC, la première chose qu'il y a, c'est que vous injectez dans une consommation immédiate. Ce n'est pas les gens qui vont placer l'argent dans les îles Caïmans. Ce n'est pas comme les entreprises du CAC 40. Donc en fait, l'augmentation du SMIC, c'est bon pour les entreprises. Ah oui, mais quelles entreprises? Alors là, le mot entreprise est un mot aussi abusif que charge sociale ou que budget. Il n'y a pas d'entreprise. Interloquez les gens que vous avez en face de vous. Vous avez dit, jusqu'à présent, vous dites de quel budget tu parles, de quelle recette tu parles, de quelle cotisation tu parles, de quelle entreprise tu parles. Les entreprises, c'est comme les poissons. Il y a des requins, il y a des sardines. C'est pas la même chose. Et les requins, en France, il y a 1000 entreprises. 1000. Au total, il y en a 1 200 000. Mais il y en a 1000 qui font 50% du produit intérieur brut. À la louche, hein. 48, bon. 50% qui font la moitié du pays. 1000 entreprises, la moitié du pays. Quand vous intégrez bien ça dans votre vision des entreprises, vous avez déjà changé la façon de voir. Parce qu'en bas, il y a 1 million d'entreprises de moins de 11. Le boulanger du coin. Mais le boulanger du coin, qu'est-ce qu'il gêne quand il y a l'augmentation du SMIC? Net et brut. Ah, ça gémit tout de suite les associations de petits patrons. Ouais, mais avec le brut, je paye 2100 euros, même si le salarié, lui, reçoit 700 net. Alors? Ah ouais, mais je ne peux pas payer 2100 euros. Mais ce n'est pas ton poste le plus élevé, petit boulanger. Ton poste le plus élevé, c'est la farine, l'agroalimentaire. Ils te l'ont augmenté de 150, 170, 180% dans toute la dernière période. C'est ton pétrin, parce que c'est la métallurgie. Ça coûte beaucoup plus cher que le salaire de ta petite apprentie, dont l'État te paye déjà 600 euros pour l'avoir. Et elle ne reste pas parce qu'elle en a marre de travailler pour 25% du SMIC. C'est le pétrin. Puis qu'est-ce qui coûte après, petit boulanger? L'électricité. Parce qu'on t'a doublé ta facture. Et donc, tu es la petite entreprise. C'est pas le SMIC qui te paralyse. C'est la façon dont les gros, qui te vendent ce qui te permet de travailler, te le vendent. Ah, bon, c'est un peu différent, alors. Mais entre les petites entreprises, 1 million d'entreprises de moins de 10, et les 1000 entreprises de plus de 1000, il y en a 200 000. Mais les 200 000, je vais à la louche aussi. Mes chiffres sont très grossiers, hein, mais ils sont fondamentalement vrais. Alors, sur les 200 000, vous avez 50% qui sont des sous-traitants. Ils n'ont qu'un seul donneur d'ordre, dans 30% des cas. Quand le donneur d'ordre décide de fermer, c'est fermé.
En vérité, tout le monde dit des entreprises est un monde en cascade. Alors moi, 30 ans inspecteur du travail, je visitais un chantier, on voit Bouygues, Eiffage, Vinci, etc. Et puis vous voyez, sur les panneaux, c'est écrit sous-traitant de premier rang, 20 entreprises. Un trait. Sous-traitant de deuxième rang, 20 ou 30 entreprises. Et ce que vous ne voyez pas, mais quand vous êtes inspecteur, vous rentrez, il vous faut 1h30 à 2 heures pour démêler ça administrativement. Vous avez encore les troisième rangs de sous-traitants, qui eux-mêmes ont des intérimaires. Et là, vous trouvez les salariés illégaux qui n'ont pas de sécurité sociale et qui n'ont pas de retraite. Et cette cascade de sous-traitance permet de d'élaguer à tous les niveaux les droits, les salaires, nets et bruts. À la fin, vous n'avez même plus de brut. Cette question de la sous-traitance est fondamentale. Moi, alors, je suis content parce que dans le programme de la NUPES, je suis un malade, je les lis avec des loupes. Dans le programme de la NUPES, il n'y avait rien sur la sous-traitance. Dans le programme du nouveau Front populaire, il y a un passage excellent sur la sous-traitance. Les rédacteurs ont dû pas être les mêmes à la même heure de la nuit, hein, mais en fait tout ça peut se marier très bien. Dans le programme de la NUPES, par exemple, il y avait écrit pas plus de 5% de non-CDI par entreprise. Et dans le programme de nouveau Front populaire, ça n'y est plus. C'est une question de rédaction, mais vous comprenez bien que tout ça est de même valeur pour défendre le droit fondamental. La sous-traitance, c'est un droit fondamental entre les requins et les sardines. En Allemagne, en Allemagne, il n'y a qu'un niveau de sous-traitance autorisé. Appliquez ça en France, vous changez dans des dizaines et des centaines de métiers. Pas seulement le bâtiment, tout ça. Vous changez tout. Vous élevez d'un seul coup le salaire d'un quelques millions de salariés. Vous restaurez des droits pour eux. Vous permettez des contrôles plus importants. Moins de travail illégal, un seul niveau de sous-traitance. Je vous donne une deuxième loi, c'est dans le nouveau programme du Front populaire. Premier point, le donneur d'ordre est responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres économiquement, pénalement, financièrement et juridiquement. Alors, c'est en partie déjà le cas, mais c'est une co-responsabilité. C'est-à-dire ça n'est pas automatique. Moi, je suis pour une loi qui rende automatique. Le donneur d'ordre est responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres. Il y a un accident, il ne peut pas dire c'est la faute au deuxième sous-traitant en bas de l'échelle. Trop facile. Trop facile. Hein, ouais. Moi, quand je visitais un chantier, le métier d'inspecteur du travail, c'était de regarder, il n'y a pas de garde-corps. Le patron qui m'accompagnait, le chef de chantier, c'est pas moi. Il appelait l'entreprise pour qu'elle vienne, quoi. Et si je voulais verbaliser, ce que je pouvais faire, eh ben, c'était pour l'autre entreprise. C'était pas pour le donneur d'ordre. Mais le donneur d'ordre, il avait payé si peu que l'autre entreprise, il n'avait pas le temps de mettre le garde-corps. C'est toujours une question de temps, de délai et d'argent. Hein, c'est pas plus compliqué que ça, le système. Moi, je voyais des petits entrepreneurs, en entreprise générale, comme on dit, avec 2 compagnons, qui n'avaient pas de chaussures de sécurité. Ils me disaient, mais verbalisez pas, monsieur l'inspecteur. J'ai payé 3 000 € pour avoir le chantier. J'ai payé 3 000 € de pot de vin avant pour avoir le chantier. Donc, vous comprenez que je vais faire des économies sur les chaussures de sécurité, surtout, et qu'on va travailler 14 heures par jour. C'est ça que ça veut dire, en concret. Donc, la sous-traitance, c'est fait pour ça. C'est fait pour diluer. Comment vous croyez que les majors du bâtiment, ils sont milliardaires? Parce que c'est l'armée de sous-traitants. Il n'y a même plus un gars de Bouygues dans un chantier Bouygues. Si, il y a le conducteur de travaux qui reçoit l'inspecteur. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Ah ben non, c'est pas moi. Ah, vous voulez la liste des entreprises? Ah ben je vous donne la... Attendez, je vais faire marcher la photocopieuse. Là, voilà 45 entreprises qui sont sur le chantier. Ah oui, il n'y a que 250 salariés. Oui, 250 salariés, 45 entreprises. Oui. Et donc l'inspecteur se colle la paperasse des 45 entreprises pour, quand il va faire la visite, aller voir à quelle entreprise est le salarié qui n'a pas de chaussures de sécurité. Faites le boulot. Je vous assure que vous y passez du temps et que l'efficacité est moindre. Et que la sous-traitance en cascade, de ce fait... Bon, alors, donc, le donneur d'ordre doit être responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres. Deuxième loi sur la sous-traitance. Aligner la convention collective du sous-traitant sur celle du donneur d'ordre. Le temps de la mission. Alors, ça c'est important.
Parce que, en fait, pourquoi ils prennent l'entreprise sous-traitante? Pour avoir des salariés moins payés que les salariés de l'entreprise mère. Même en Californie, McDonald's a été condamné à ce que tous les McDonald's aient des salariés alignés sur le salaire de la maison mère californienne. En Californie. En France, non. Et ils sont franchisés. Toutes les franchises servent à échapper à la convention de branche. Toutes les sous-traitances servent à échapper au salaire de la maison mère. Et en France, il y a un comité d'entreprise au McDonald's du Nord, de l'Île-de-France, de PACA et de Rhône-Alpes. Tous les autres sont des franchisés. Ils n'ont pas besoin forcément de comité d'entreprise, de comité central d'entreprise, n'en parlons pas. Alors, c'est là qu'on arrive à lier le droit, le salaire et la condition de travail. Le droit peut être miraculeux, c'est un inspecteur qui vous parle, hein, si vous le faites bon et si vous l'appliquez. Et je vais vous prendre la troisième loi pour le sous-traitance, c'est de reconnaître les unités économiques et sociales. Comment vous dire, c'est le coiffeur Begin, je sais pas, j'ai un coiffeur que j'aime pas en bas de chez moi, et Begin. Il a 1200, je crois, salons. Enfin bon, je dis n'importe quoi. 1200 salons. Il y a moins de 10 salariés par salon. Il n'a pas de délégué du personnel, et il n'a pas de comité d'entreprise. C'est des entreprises franchisées, etc. Et en plus, le petit coiffeur du coin, il faut qu'il paye déjà 40% pour avoir la marque Begin écrite sur son salon. Avant de commencer, quoi. Hein? Et donc, évidemment, ça tire sur le bas le salaire de la coiffeuse. Je ne parle pas de l'apprenti, qui était payé 600 € jusqu'à avant Barnier, et qui, le patron était payé 600 € pour l'avoir, avant Barnier, et qui va descendre, je crois, à 450 ou quelque chose comme ça, si je suis bien le budget de l'État dont il est question aujourd'hui. La reconnaissance d'une unité économique et sociale, en France, c'est une difficulté inouïe. Il faut que ce soit l'inspecteur du siège de Begin qui prouve que tous les franchisés de France sont de la même entreprise Begin. Alors c'est comme vous décrivez, c'est un animal, il a des oreilles en pointe, il a des moustaches, il fait miaou, il a une longue queue et des pattes de velours. Alors vous dites au juge, c'est un chat. Le juge dit, vous ne m'avez pas convaincu, vous ne m'avez pas prouvé. Il y a la même enseigne, c'est la même machin, non, c'est Begin, ils sont franchisés. Je ne reconnais pas l'unité économique et sociale. Moi, je propose de renverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que l'inspecteur du travail dit oui, c'est Begin, et c'est le patron qui va devant le juge en disant non, c'est pas vrai, c'est pas les mêmes. Renverser la charge, vous avez des unités, vous ne savez pas le nombre de centaines de milliers, de millions de salariés que ça concerne. Et l'affaire de la sous-traitance, avec quelques lois, on dit vous êtes utopique. Écoutez, une partie de ces lois existe dans un pays capitaliste ou un autre. En Allemagne, pour l'une, par exemple, pour la limitation de la précarité. Merkel et le SPD, gouvernement d'avant, il y a 3 gouvernements, s'étaient mis d'accord et c'est rentré dans la loi pour qu'il n'y ait pas plus de 3,5% de non-CDI par entreprise de plus de 300 salariés. Moi, je proposais, ça c'était dans la NUPES, pas plus de 5% de non-CDI. Moi, c'est dans les plus de 20. Bon. Vous discutez la loi, voilà, vous mettez dans le programme, vous discutez la loi. Tout ça change tout au travail, à la protection du travail, au code du travail et à vos droits sociaux qui y sont liés. Alors vous me direz, mais alors, là, vous allez couler les entreprises. Vous rigolez. Là, les chiffres, ils sont tous partout sur Internet quand même. Les actionnaires, c'est combien? C'est 1200 milliards. Les 500 familles, c'est 1000 milliards de plus en 10 ans. Hein. Je crois que c'est Julia Cagé qui dit ça. Les chiffres sont partout. Il n'y a aucun doute. Hein. Alors après, ils disent, oui, mais c'est un truc à un coup. Vous allez leur prendre, je ne sais pas moi, 200 milliards, 300 milliards. Et après, mais après, ça produit. Ça continue. Parce que l'argent qui est dans les îles Caïmans, qui est au Luxembourg, qui est à Hong Kong, qui est à Jersey, et tout ça, quand vous l'avez commencé à faire revenir, il est réinjecté dans l'économie. Et l'économie permet d'avoir du Doliprane, quoi. Hein donc, ces mesures-là sont réalistes.
C'est ça qu'on a approuvé. Moi, je voudrais que Lucie Castet, avec tout le nouveau Front Populaire, fasse 200 meetings dans les 2 mois qui viennent sur les budgets, les 3 budgets, le manque de recettes, le partage des richesses, le coût du travail et comment le rendre à la sécurité sociale. Et pourquoi la sécurité sociale? Il doit y avoir des gens dans les hôpitaux et non pas les fermer les urgences. Alors évidemment, maintenant, ils disent tous, on est en retard au point de vue soignant, le nombre d'infirmiers, le nombre de médecins. Bah, évidemment, ils ont tout fait pour que ça soit comme ça. Ça, c'est clair, ils ont absolument tout fait. Numerus clausus, ça fait 25 ans que tout le monde dit qu'il fallait le casser et former davantage. Enfin, moi, c'est le moment où je suis cubain. Cuba, qui est soumis à un blocus, qui est dans une situation économique absolument tragique, ils forment des médecins pour les envoyer ailleurs, pour que ça ramène de l'argent. Ça peut être utile, la médecine de masse, parce que des tas de choses avec la coopération, ça touche à toute une série d'autres domaines qui viennent, l'immigration, les pays africains. Un État comme nous devrait avoir des dizaines de milliers de médecins formés, et on les loue, et il y a des échanges. Enfin, tout ce monde est à l'envers. Alors, vous m'avez invité sur la sécurité sociale. Je peux me lâcher parce qu'en ce moment, j'ai mes haines personnelles. Je suis un fils de cheminot. Je suis un beau fils de cheminot. Moi, mon père était ouvrier sédentaire au dépôt de Roi-Orléans, avec son bleu de travail attaché avec une ficelle. Et mon beau-père, lui, c'était un conducteur de machine à vapeur. Il était à Verdun. Ensuite, il a été résistant. Enfin, vous voyez, quand même, il a pris sa retraite à 50 ans, il est décédé à 97 ans. Il dit, j'ai plus de retraite que d'active. Bravo! Bravo! Bon, je parle pour entrer sur la SNCF. L'histoire du fret. Tous les jours, ça me... Mais comment cette société-là peut-elle ne pas développer le fret et développer le tout camion? Tous ces connards qui ont le truc sur le changement climatique, sur la bifurcation écologique, qui vous disent qu'il faut corriger les choses, etc. Et qui ne sont pas capables de commencer par ça. Ouais, les bagnoles électriques, les camions électriques. Enfin, moi, je passe mes vacances à Perpignan. Ça fait 4 ans que je vais manifester à la gare Saint-Charles, parce que c'est le train qui va à Rungis depuis l'Espagne et tout ça. Vous avez remarqué comment ça marche? Ce train qui a été fermé depuis 7 ans maintenant n'a été rouvert que pendant que Jean Castex était Premier ministre, parce qu'il habite à Prades, juste à côté. Le gars, Premier ministre, a réussi à faire réouvrir le train de fret. Il a cessé d'être Premier ministre, ils l'ont fermé. Du point de vue de l'intelligence. Tous ces gens-là nous donnent ils disent, vous n'êtes pas des économistes, nous sommes des économistes, nous savons que, etc. Tout ce gâchis intellectuel qui s'affiche tous les soirs sur les télévisions pour nous mentir sur les budgets, nous mentir sur notre protection sociale, nous mentir sur nos services publics, sur nos trains et sur nos hôpitaux, ras-le-bol. Merci.